Vous êtes une vraie famille pour moi. Arrêtons. Au revoir. À bientôt. On peut y aller? Ah, le Star Wars Holiday Special, ou comme on dit en français... Au temps de la guerre des étoiles. Oui, un programme officiel que vous connaissez sûrement, puisque tout le monde ou presque en cause sur YouTube, le considérant à chaque fois comme le pire produit Star Wars ayant existé. Alors que t'as quand même eu les pouces sucettes Jar Jar Binks, mais qui suis-je pour juger? Non mais regardez-moi ça, c'est comme rouler une pelle à un Gungan. Ne refais jamais ça. Star Wars Holiday Special qui fut conçu alors non pas pour célébrer Noël, comme beaucoup le pensent, mais Thanksgiving. Oui, le truc où les ricains là, ils font farcir des dindes devant la parade de Macy's à la télé. Attendez, est-ce que c'était bien clair ce que j'ai dit? Non, pas vraiment. En effet, l'émission fut diffusée le soir du 17 novembre 1978 sur la chaîne CBS aux USA et le 1er janvier 1980 sur TF1 chez nous, d'où le fait qu'il en existe aussi une version en français. Ah, j'en suis sûr. Un programme où la famille de Chewbacca attend le retour du fier et beau guerrier poilu en matant la télé, permettant ainsi d'avoir des passages aussi étranges et variés qu'un porno pour Wookiee, une tenancière virant les clients de la cantina en chantant et une émission de cuisine animée par une chef à 4 bras. Chef qui inspirera bien plus tard Elzar dans Futurama. Bam! Et oui, comme d'habitude, l'histoire derrière le bousin est beaucoup plus intéressante que le produit en lui-même, et je me suis dit que vous aussi, vous auriez bien aimé savoir comment une télémission a bien pu exister avant de disparaître à jamais, en tout cas officiellement. Comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur. Et puis c'était éteinte aussitôt. Alors cramponnez-vous derrière, c'est parti pour l'aventure d'une émission de variété très spéciale située il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ma biche. Allez. Et comme il faut bien démarrer quelque part, eh bien retrouvons-nous en Californie dans la charmante bourgade cossue d'Anselmo, durant les premiers mois de l'année 1974 où George Lucas, satisfait des pépettes engrangées par la sortie l'an passé de son super cool American Graffiti et après avoir échoué à obtenir les droits des comics Flash Gordon qu'il lisait étant môme, se met à poser sur papier une épopée dans l'espace. Une sorte de Flash Gordon moderne, justement en quelque sorte, avec des vaisseaux qui font piou-piou, matinés d'une touche de KPDP et d'un soupçon d'Akira Kurosawa pour l'ambiance. Se saignant sur les pages, comme il le dit si bien, George Lucas peuple alors son univers de plusieurs personnages et bestioles, au patronyme ronronnant avec plein de doubles voyelles et consonnes, comme les Hutt ou les Wookiees, ces grosses bébêtes pleines de poils, inspirées d'Indiana, son propre Malamute, que j'aime bien vous montrer parce qu'il est trop chou ce chien. J'ai des souvenirs bien émouvants de ce chien. Un Malamute qui accompagnait George Lucas sur le siège passager durant ses escapades, tout comme Chewie accompagnera Han Solo dans la cabine du Faucon. A noter que le mot Wookiee est venu d'une impro verbale de l'acteur Terry McGovern durant l'enregistrement des voix de THX 1138. Voilà, comme ça vous savez tout. Vieux Chico, t'as bien raison. Bon alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien déjà parce que j'aime bien me la péter, et c'est aussi durant cette rédaction, au beau milieu de son pimpant bureau, avec vue sur la cime des arbres, que Lucas tombe soudainement sur sa tasse à café et se dit « Ah ouais quand même, ça serait super cool d'avoir un mug Wookiee !» Et c'est ainsi que le beau George entrevoit, dès la fondation de son épopée, les perspectives insensées d'une abondante synergie marketing. En d'autres termes moins pompeux, eh bien George imagine déjà son univers comme la base d'un gigantesque empire marketing. Il faut dire que Lucas a toujours eu comme rêve de bâtir une immense boutique proposant jouets et comics, étant d'ailleurs à cette période copropriétaire d'un magasin de BD faisant aussi musée au cœur de New York. Et dans ce curieux documentaire de 1971, eh bien George définit carrément sa carrière de cinéaste en ces termes. I mean, I think of myself as a filmmaker, and I got into an argument once at a film conference with George Cukor, who really doesn't like the word filmmaker. I mean, he likens it to toy maker. And I think that's a real nice thing. I like being thought of as a toy maker that makes films. La suite on la connaît, au printemps 1977, soit quelques mois en amont de la sortie du Nouvel Espoir et par le biais de Charles Lee Pincott, son responsable marketing, George fait le tour des fabricants de jouets pour exploiter son univers. Mais il ne réussit pas à franchir les portes.
Hélas, le barbu essuie refus sur refus avant que Bernard Loomis, le PDG de chez Kenner, qui cherche à ce moment un nouveau filon après l'immense succès de ses jouets basés sur l'homme qui valait 3 milliards, sente le potentiel de cette guerre des étoiles et signe un contrat juteux avec Lucas. Vous y êtes presque très bien. Alors je ne vais pas vous faire un historique des jouets Star Wars, parce que c'est pas le propos de la vidéo ici, même si c'est méga intéressant, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que Kenner se rend compte qu'ils ont peut-être signé le contrat un poil trop tard, ne laissant pas de temps à ses équipes pour concevoir et produire une gamme suffisante de figurines avant Noël. Ouh, ça c'est moche. Et pour contrer cela, eh bien Kenner fournira des boîtes vides à 10$ avec un coupon à renvoyer pour recevoir les figurines, quand elles seront prêtes au printemps suivant. These action figures are not yet available, but this Star Wars Early Bird certificate package is in stores, with this colorful Star Wars picture display stand and certificate to send in to get a set of figures by mail. They'll be sent to you at home between February 1st and June 1st. The Star Wars Early Bird certificate package, new from Kenner. Et je peux partir maintenant? Donc alors non seulement les jouets ne seront pas prêts, mais pire, ils vont peut-être arriver une fois que toute la frénésie Star Wars sera passée. Alors du coup, pour contrer cela, eh bien Kenner va utiliser une méthode mise au point chez Mattel pour Barbie, en se focalisant sur une gamme remplie de personnages, véhicules et décors à collectionner. Décors que tu pourras ensuite remplir avec de nouveaux personnages, bref, une sorte de mouvement perpétuel de la collectionnite, parfait pour la licence Star Wars, puisque rien que le film comporte moult décors, véhicules et extraterrestres se déclinant dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'ailleurs, il faut noter que, alors que la mode était plutôt aux grosses figurines d'une trentaine de centimètres, comme les poupées G.I. Joe, ou même celles de l'homme qui valait 3 milliards, eh bien Kenner a innové en proposant des figurines de petite taille, oui, d'une dizaine de centimètres, justement, pour ne pas avoir à construire des décors et vaisseaux ultra imposants. Une taille qui deviendra d'ailleurs la norme ensuite, durant un bon moment pour plein d'autres licences, dont G.I. Joe, justement, ou la fameuse gamme Super Powers des années 80, oui, avec les persos de DC Comics. Une gamme qui poussera Marvel à faire de même et sera à l'initiative des fameux jouets Secret Wars. Bon, vous voyez, le terrier est sans fin, et j'ai prévu de toute façon de vous causer un jour des guerres secrètes. C'est impossible à faire. Ah, ne dis pas ça, tu as tort. Enfin, tout ça pour vous dire que Kenner décline à fond l'univers de la guerre des étoiles, permettant à la firme de vendre plus de 40 millions de figurines, rien que pour l'année 1978. Sauf que, même en prévoyant large, eh bien Kenner a peur que la gamme s'épuise, le temps que George Lucas fasse sa suite, une suite prévue pour 1980. Et Kenner rêve donc de, pourquoi pas, un programme télévisuel, entre-temps, si possible avant les fêtes de fin d'année, afin d'avoir de nouveaux personnages pour se faire les dents, et si possible des persos qui apparaîtront ensuite dans l'Empire contre-attaque, on n'est pas Bagel. Excuse me, Master Luke, but what is this strange world we've come to? Beats me, 3PO. Seems we've landed on some sort of comedy variety show planet. Alors ici, les sources divergent, et divergent c'est beaucoup, mais bon, il n'y a pas de preuve directe que Kenner soit à l'initiative du Star Wars Holiday Special, parce que personne ne veut s'attribuer la faute. Mais il y a quand même des petites pistes. Rien de bien défini, mais un tas de petites choses, de petits détails. Par exemple, le fait que Kenner sponsorise l'émission, que la firme prévoit en amont toute une gamme centrée sur la famille de Chewbacca, oui, la même qui apparaît dans le special et non dans les films. Et si la gamme sera annulée suite au bid de l'émission, eh bien ils vont quand même produire simultanément une figurine Boba Fett, oui, un personnage qui apparaît justement pour la première fois dans le special, et qu'on ne verra sur grand écran que 2 ans plus tard dans l'Empire contre-attaque. Enfin, il était apparu 2 mois auparavant lors d'une parade organisée par Lucasfilm à Anselmo, mais ça restait un événement discret, pas autant marketé que le Holiday Special. Je vais vous aider à trouver ce que vous cherchez. Suivez-moi, ami. Vous ne trouvez pas imprudent de lui dire tout ça si rapidement? C'est notre seule chance. Puis je ne sais pas, mais il a l'air franc. Et le fait rigolo, c'est que Boba Fett apparaît finalement plus dans le Holiday Special que dans toute la première trilogie. Oui, George sera tellement saoulé de la popularité du perso qu'il le balancera maladroitement dans le gouffre du Sarlacc, au début du retour du Jedi. Pas de désintégration. Comme vous voudrez. Ah, et j'ajoute aussi, pour corroborer ma théorie, que Bernard Loomis, le PDG de Kenner, souvenez-vous, avait déjà tenté en 69, du temps où il travaillait chez Mattel, de diffuser une série télé Hot Wheels, oui, basée sur les petites voitures très connues. Et faire une série sur des jouets, ça s'était encore jamais fait avant, et ça a permis donc de faire la promo des mini-caisses, durant une dizaine de minutes, hors page de publicité. Une série qui sera annulée au bout d'une saison à la suite de plaintes d'autres compagnies de jouets, accusant Mattel de concurrence déloyale. Mais Loomis va quand même réitérer le truc 2 ans après notre Holiday Special, en sponsorisant un autre téléfilm basé aussi sur une de ses licences avec Charlotte aux fraises, ce qui va
booster les ventes des produits dérivés, et cette fois la concurrence va faire de même, puisque ça va permettre de lancer, à partir des années 80, toute la vague de séries conçues uniquement pour vendre des jouets. On retrouve d'ailleurs derrière le téléfilm Charlotte aux fraises la compagnie Murakami, Wolf Svensson, oui, qui fera fortune 7 ans plus tard avec un autre concept similaire. Attention, voilà des gros pieds tout sales! Je ne vous laisserai pas aller accomplir votre forfait! Alors, t'as aussi un témoin comme Steve Binder, le second réalisateur du Star Wars The Holiday Special, qui lui aussi est convaincu que le machin a sûrement été conçu pour vendre des jouets aux bambins. Et enfin, lorsque Mark Hamill a cherché un moyen d'échapper à son apparition dans le programme, eh bien, George Lucas est parvenu à le convaincre en lui disant que l'émission était une faveur pour ses partenaires du merchandising. Oh, nous comprenons très bien, n'est-ce pas, Chewie? Il n'avait pas le choix. Je veux seulement vous aider. Nous n'avons besoin d'aucune aide de votre part. Oui, parce qu'il faut pas non plus oublier que c'est la thune engrangée par les produits dérivés qui permet de maintenir Lucasfilm à flot. Et que Lucas tente par tous ses moyens de financer à 100% le second volet de sa Guerre des Étoiles avec son propre argent, sans avoir à quémander auprès de la Fox pour la moindre rallonge. Enfin, il n'y parviendra pas. Mais en tout cas, ça argumente ma théorie d'un Holiday Special coordonné par Kenner et Lucasfilm pour vendre pléthore de jouets. Après, j'imagine que Charles Limpingcott, le directeur marketing de Lucasfilm, a aussi voulu faire monter la sauce et l'engouement des fans avant la sortie de l'Empire contre-attaque, comme il l'avait fait en amont du Nouvel Espoir, lorsqu'il avait par exemple négocié dès 1975 des deals avec Marvel pour éditer dès l'année suivante des comics adaptant la Guerre des Étoiles, ou bien quand il avait présenté en 1976 lors du Comic-Con et la WonderCon des extraits, costumes et bandes-annonces du film avec l'aide d'un Mark Hamill chaud patate. Et j'imagine que Kenner et Lucasfilm n'ont pas beaucoup de mal à convaincre la chaîne CBS de participer au complot, puisque depuis sa sortie au 25 mai 1977, la Guerre des Étoiles fait également recette à la téloche, avec maintes parodies et shows s'appropriant l'univers de George Lucas durant plusieurs minutes. Hold it. Yeah, Starbuck. It must be for you, said the ugliest. Et c'est pour ça qu'alléché par l'odeur des parts de marché, CBS dit banco pour un show Star Wars, fixant alors la date de l'émission au 17 novembre 1978, soit à quelques jours de Thanksgiving et donc de Noël. Et pour superviser tout ça, la chaîne contacte au printemps 78 ses producteurs maison, Gary Smith et Dwight Emion, qui ont notamment produit l'année précédente l'Ultime Live d'Elvis en 77, ainsi qu'un special très populaire avec Bette Midler. C'était une émission formidable, Krusty. Je te jure, il devrait te donner un Emmy. Deux producteurs donc spécialisés dans ce qu'on appelle les émissions de variété, mélangeant sketchs et numéros musicaux autour d'une ou plusieurs célébrités, et qui étaient le genre majeur au début des années 70 à la télévision américaine. Pensez les émissions de Drucker des années 90 si vous voulez, ou les Top A de Marité et Gilbert Carpentier avec tous les Michel là, pour les générations de vos parents et grands-parents. Enfin, c'est pour ça que le Star Wars Holiday Special a cette gueule-là, c'est parce que lorsque CBS donne son accord, elle pense direct à faire une émission de variété, d'où ce curieux format mélangeant les scènes de la vie quotidienne chez les Wookiees, entrecoupées de passages musicaux et sketchs étranges. Ce n'est pas un hasard. Enfin, le souci, c'est que le genre, aux USA en tout cas, est à bout de souffle en 78, rattrapé soit par des parodies directes, comme le Muppet Show, qui singe justement ce genre de programme, ou bien via des formats plus modernes, comme le Saturday Night Live par exemple, qui, c'est marrant, proposera une émission avec Carrie Fisher en invité principal le lendemain de la diffusion du Star Wars Holiday Special. C'est-à-dire qu'un soir, ils ont eu ça. A day of joy we all can share. Together joyously. Et puis ils ont eu ça le lendemain. À croire qu'ils l'ont fait exprès. Donc CBS désire faire de la variété, mais George, lui, il aimerait bien centrer tout un épisode sur les Wookiees, des bestioles dont il raffole à ce moment et qui devaient avoir un plus grand rôle dans la Guerre des Étoiles à l'origine. Oui, puisqu'on aurait vu dans le Nouvel Espoir, en tout cas, Luke, Leia et toute la bande atterrir sur la planète Wookiee, qui devait du coup être Yavin. Oui, c'est la planète jungle où les rebelles, ils ont créé une base à la fin du Nouvel Espoir. Enfin, en gros,
Tel Sully dans Avatar, eh bien Luke aurait appris aux Wookiees à piloter des appareils, les envoyant pulvériser avec lui l'étoile noire. Bon, finalement c'était peut-être un peu trop long à mettre en place, scénaristiquement en tout cas, donc ils ont viré tout cet arc dans le film. Mais il faut savoir que George était tellement motivé par les Wookiees qu'il avait quand même commencé à dessiner leur village dans les arbres, probablement inspiré par la vue qu'il avait lui-même depuis son propre bureau. Par contre, toute l'idée de Leia, Solo et la bande aidant des bestioles sauvages à combattre l'Empire, eh bien sera carrément réutilisée pour le dernier tiers du Retour du Jedi sur la lune d'Andorre, parce que rien ne se perd jamais à Hollywood, oui, vous commencez à le savoir. Et les Ewoks surpasseront même les Wookiees dans le cœur de George, puisqu'il les exploitera ensuite dans une série animée et 2 téléfilms. Fourrure. Fourrure. Enfin bon, là, en 78, George, il kiffe surtout les Wookiees, et il aimerait les mettre au centre de l'histoire de son Holiday Special. Et principalement Chewbacca, peut-être, parce qu'il se sent un petit peu morveux de pas lui avoir filé de médaille à la fin du premier opus. Regarde, Lisa, on peut repérer exactement la seconde où son cœur se déchire en deux. Bon, le problème c'est que les Wookiees, ça cause pas en anglais ou basique, hein, comme ils disent dans Star Wars. Ça s'exprime, certes, mais en grognement. Grognement que CBS ne veut pas sous-titrer, car ils estiment que les spectateurs américains détestent lire des trucs. Pire, ça les fait fuir. On va aller discuter un peu dans la cuisine. Et en vrai, je pense que George, lui, il s'en branle un peu, hein, que rien ne soit sous-titré, vu qu'il kiffe les trucs sans dialogue, un poil onirique. Comme lorsqu'il fut engagé pour son premier documentaire chelou, 6-18-67, oui, c'est le titre du machin qui devait narrer à la base le tournage de Lord et Mackenzie, mais qui dévoile au final 4 minutes de plan de la nature avec des sons ambiants. Non. Ah, ici, là, dans le fond, tu vois quand même des équipes qui bossent un peu. Et pareil pour son excellent court-métrage étudiant, THX 1138, ou plus sobrement, Électrique Labyrinthe THX 1138 4EB de son nom complet, dont George en fera un remake quelques années plus tard, et bien la poursuite est filmée comme avec des caméras de surveillance, tandis que la bande-son n'est qu'une suite d'ordres à la manière des radios de la police. Ah non, mais c'est génial, hein, mais ça montre peut-être pourquoi George, il est pas très fan des dialogues. Et c'est peut-être pour ça qu'il sait pas les écrire. I said to George, you can type this stuff, but you can't say it. Donc Lucas interdit à tout prix le moindre mot en basique dans le langage Wookiee. CBS, elle, refuse de sous-titrer la moindre parole, donc ça part mal, mais par chance, la chaîne avait également produit peu avant 2 saisons d'un show mettant en scène le couple de mimes Shields et Yarnell, où masse d'invités venaient cachetonner et dialoguer pendant que les mimes, ils mimaient des trucs, c'était des mimes. Parlez-vous, cours de mime! Et vu que les Wookiees qui bougonnent, c'est un peu la même chose que du mime, CBS engage 2 scénaristes de Shields et Yarnell afin de démêler le problème. Et c'est comme ça que Lenny Rips, qui scénarisera un poil plus tard le court-métrage Frankenweenie de Tim Burton, ainsi que plein d'épisodes de La Fête à la Maison, débarque sur le show, en compagnie du scénariste Pat Proft, qui, quant à lui, écrira les 3 Y a-t-il un flic avec Leslie Nielsen et fera aussi le premier Police Academy. Je suis pris au piège. Ben oui, comme nous tous. Et c'est ainsi qu'au printemps 1978, Proft et Rips se retrouvent chez George Lucas à Anselmo afin de définir les grandes lignes du scénario de ce Star Wars Holiday Special, mélangeant donc l'esprit de Thanksgiving, des chansons et ses satanés Wookiees. Et vous allez voir à la lecture de ce premier synopsis, récupéré dans les archives de l'illustrateur Ralph McQuarrie, que ça partait pas si mal. Ainsi, dans le Star Wars Holiday Special tel qu'imaginé à l'origine par George Lucas, Rips et Proft, on aurait débuté, déjà par la famille de Chewbacca attendant patiemment le retour du héros. Sauf que, au contraire de la version que l'on connaît, ici Chewie arrive chez lui dans les premières minutes du bousin. Oui, on n'a pas à attendre la fin de l'émission. Il se trouve que cette année, la planète des Wookiees, qui n'est pas encore baptisée ici, mais qui se nommera Kashyyyk dans un autre script et donc pas encore Kashyyyk, comme dans les films, doit accueillir et organiser les festivités du Life Day. Alors le Life Day, c'est un festival fêtant l'amour et la fraternité très important dans toute la galaxie, mais que l'Empire abhorre, car les regroupements sont toujours dangereux pour toute bonne dictature qui se respecte. Et c'est pour cela que, en parallèle, l'Empire envoie une espionne, décrite comme Raquel Welch dans le script, oui, la fameuse jolie comédienne, afin de saboter un vaisseau de plaisance nommé le Starship Musica qui, tel un van Volkswagen, apporte tous les fêtards et représentants de quasi toutes les planètes de la galaxie, dont Leia, R2 et C3PO, comme ça on les a.
Un bon point. Donc le vaisseau fait route vers la planète des Wookiees, que je vais dorénavant nommer Kashyyyk, pour pas dire Wookiee toutes les 30 secondes. Tandis que Chewbacca, qui sera l'invité d'honneur du Life Day, arrive donc chez lui accompagné d'un camelot. Un camelot venu vendre des cadeaux à toute la famille. Ah, toi, t'as une drôle de façon de recevoir les amis. C'est alors que Lumparu, ou Lumpy, l'enfant de Chewie, se prend beaucoup d'affection pour un livre vidéo racontant, ça tombe bien, et en dessin animé, une des aventures de Chewbacca et ses potes à bord du Faucon Millennium, lorsqu'ils avaient rencontré pour la première fois Boba Fett. Et vu que le scénario du cartoon est ici similaire à la version définitive, eh bien je vous en cause après. Je crois comprendre que Chewbacca insiste pour vous accompagner. Sera un boulet pour moi. Bref, Lumpy demande à son père d'acheter le bouquin, mais vu que Chewbacca compte déjà lui offrir le truc à la fin de la journée, il dit à son môme que non, on verra plus tard. Ça veut dire non. Du coup, l'enfant se vexe et part se cacher dans le vaisseau du camelot afin de continuer à lire le bouquin, pendant que le vendeur, lui, fait la démonstration d'une sorte de réalité virtuelle au grand-père de la famille, qui, alors dans cette version, n'est pas encore un porno, mais une sorte de rêve éveillé dans un paysage paradisiaque. Alors ce qui devait arriver arrive, le camelot se barre ensuite sur Tatooine afin de célébrer Life Day à sa façon, c'est-à-dire en se saoulant dans un vieux rad, mais en embarquant le gamin par mégarde dans son vaisseau. Alors bien sûr, sur Kashyyyk c'est la panique, mais par chance, Chewie parvient quand même à contacter le camelot, qui est déjà arrivé sur Tatooine, et il lui dit avoir effectivement mis la main sur Lumpy. Alors pour simplifier le tout, le camelot explique à Chico que s'il le veut, eh bien il peut lui ramener le bambin sur le Starship Musica, un vaisseau qui se trouve à ce moment à mi-chemin vu qu'il se dirige vers Kashyyyk et que Chewie doit rejoindre de toute façon à un moment de la journée pour diriger les festivités du Life Day. Alors Chewie dit banco et se dirige lui aussi vers le Starship Musica afin de pas reperdre son môme sur place une seconde fois. Sauf que une fois parvenu dans le gros vaisseau, eh bien on se rend compte que Raquel Welch elle a drogué l'équipage et tout saboté, ce qui fait que le machin il part à la dérive et risque de s'écraser sur Kashyyyk. Et oui, tel un film catastrophe des 70s, Chewbacca devient le seul à bord capable de piloter le navire et donc de sauver tout l'équipage, les passagers et le festival, tant qu'à faire. Comme on s'en doute, Chewie parvient à redresser l'appareil, tout est bien qui finit bien, l'Empire il est pas content, et tout le monde célèbre alors Life Day dans ce qui ressemble dans le script en tout cas au final du retour du Jedi avant les modifs de l'édition spéciale. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'était vachement bien, Non mais Kelly, t'as raison, franchement ça avait l'air vachement bien, avec une vibe film catastrophe comme je les aime, et tout le passage sur le Starship Musica ressemble à un épisode de la Croisière s'amuse, une série qui était en plus ultra populaire à l'époque, et dont l'épisode diffusé au même moment que le Holiday Special sur une chaîne concurrente, c'est marrant, dépassera ce dernier en termes d'audience. En plus, Chewie a même droit à une médaille à la fin, non, sur le papier, c'est trop bien. Mais, peut-être un poil trop ambitieux pour CBS, niveau budget, avec masse de décors à construire allant de la hutte des Wookiees aux différentes salles du navire en lui-même. Mais enfin, pour le moment, on décide quand même de partir avec ça, et Lucas engage donc un jeune réalisateur canadien du nom de David Akomba, un type qui n'a jamais tourné pour la télévision directement, mais qui alors déjà kiffe Star Wars. C'est normal. Et a quand même réalisé plusieurs concerts dans un style documentaire, ce qui plaît grandement à George, surtout pour tourner une émission centrée sur un festival musical. Et tandis que CBS aimerait beaucoup que la partie dessin animé du show soit confiée à une entreprise du style Hanna-Barbera ou Filmation, c'est-à-dire spécialisée dans les cartoons pour la télé à moindre frais, David Akomba conseille plutôt à George Lucas une boîte canadienne indépendante nommée Nelvana, une boîte qui a justement réalisé l'année précédente un téléfilm animé pour la télé se déroulant à Noël. Well, Marvin, how about it? Sure you would. Right, Marv? Alors ni une ni deux, Lucas confie donc la production du cartoon à Nelvana avec un George conseillant quand même aux artistes de la boîte de s'inspirer très beaucoup du style du français Moebius, oui, qui publiait à ce moment quelques BD de SF dans les pages de Métal Hurlant. D'où un style très particulier pour le cartoon, loin, très loin de ce qui se faisait à la télé à l'époque, et très indé canadien, dans l'aspect du coup avec cette animation caoutchouc là qui rappelle celle de The Big Snit aussi, pour celles et ceux qui connaissent. Même le scénario est déroutant, puisqu'il nous montre d'abord un Chewbacca semblant avoir tourné la carte et martyrisant Han Solo, mais en fait notre humain est sous l'emprise d'un virus bizarre, venant d'un talisman, et retourner les gens semble, d'après Chewie en tout cas, la seule façon d'en calmer ses effets. J'ai entendu parler de ce virus du sommeil que l'Empire utilise contre ses ennemis. Il existe contre lui un remède efficace. Je vais en demander un peu. Alors si Boba propose son aide à nos amis, eh bien sûr, on découvre que Fett est un traître et que le seul mec censé de tout ce bazar est notre Wookiee.
Oui, le dessin animé est bel et bien le meilleur moment du Holiday Special et me fait beaucoup penser aux futurs Mondes Engloutis, qui, là aussi, s'inspiraient beaucoup de Mobius pour l'ambiance. Et maintenant, retournons en Arcadia. Et comme il s'agit d'une promo pour le perso et surtout pour sa figurine, eh bien, le Mandalorien est surtout dévoilé de manière badass, chevauchant un dinosaure dans ses premiers plans, capturant Chico sans problème avec son lasso et s'envolant en jetpack à la fin. Et tu as raison de le craindre, l'ami. Alors si en VO tout le casting est doublé par les acteurs des films, et pas d'imitation, comme on fait d'habitude dans ces cas-là, en français par contre, t'as que Francis Lax qui reprend la voix de Han Solo, comme dans La Guerre des Étoiles. Voyons, il y a bien quelqu'un qui est au courant. Sinon, tout le reste des personnages est doublé par des comédiens différents du film. Même Roger Carrel n'est pas dans le lot en 6PO, c'est un scandale. Nous sommes faits pour souffrir. Voilà notre lot. Bon, il faut quand même savoir que Boba Fett n'est pas de la bonne couleur dans le special, mais c'est parce que Lucasfilm il avait envoyé comme référence une vidéo en noir et blanc. Du coup, Nelvana, il a un peu colorié tout ça au petit bonheur la chance. Ah, puis la princesse Leia n'a pas de ceinture aussi dans le cartoon, alors qu'elle en possède une en général. Mais quand Lucasfilm s'est aperçu du truc, c'était trop tard. De toute façon, à ce moment, George il a déjà baissé les bras sur le special, trop occupé avec les préparatifs de l'Empire contre-attaque et des aventuriers de l'Arche perdue, laissant uniquement un membre de Lucasfilm et le réalisateur David Akomba gérer le programme. Où est-il passé? Mais j'en sais rien. Il m'a lâché tout d'un coup et il a disparu. Et c'est là où la merde a heurté le ventilo, comme ils disent là-bas, puisque une fois le script du Holiday Special en main, eh bien CBS contacte alors un couple de compositeurs afin d'écrire et chorégraphier les chansons, en l'occurrence Ken et Mitzi Welsh, deux quinquagénaires à cet instant qui avaient notamment composé et écrit de multiples numéros musicaux pour par exemple le Carol Burnett Show, une émission ultra populaire mais qui venait tout juste de se conclure après 11 saisons. Du coup on assiste à un véritable conflit entre deux générations, avec d'un côté celle des Welsh qui trouvent que l'univers de Star Wars est quand même bien ridicule, alors qu'ils conçoivent eux-mêmes des émissions ringardes, et celle de David Akomba et Lucasfilm qui ont bien envie de changer tout ça, et qui, eux, prennent l'univers de Star Wars au sérieux. Je reconnais que ça peut choquer quand on n'a pas l'habitude, mais on en a marre des trucs conventionnels, on est sincère, on a envie de faire autre chose. Ça pour autre chose, c'est autre chose. Mais le problème c'est que CBS aussi fait partie de l'ancienne génération et préfère donc donner les pleins pouvoirs aux Welsh plutôt qu'à des jeunes aux cheveux longs. Des Welsh qui vont alors remanier avec plaisir le scénario afin de le rendre déjà plus variété compatible et surtout plus économique parce que la chaîne fixe un budget de $1 million pour le special. Ce qui est certes loin des 11 millions de La Guerre des Étoiles mais reste quand même assez convenable dans le monde de la télévision des 70s. Et c'est donc ce clash des deux univers, celui de la science-fiction fantasy pour ados et celui de la télé pour les plus âgés, qui a causé le Star Wars Holiday Special tel qu'on l'a eu au final. Ça fait 1 heure qu'on attend ça. Ainsi, en plus de Mitzi Welsh à l'écriture, on fait appel à deux autres habitués de la profession, qui avaient écrit l'année précédente le fameux special avec Bette Midler, dont j'ai causé tout à l'heure, ainsi que plusieurs émissions du Donnie et Marie Show, où t'avais justement tout un épisode spécial Star Wars. Lui aussi très très curieux, et je ne peux résister à l'envie de vous montrer un extrait. Bon alors les noms de ces deux scénaristes ne vous diront peut-être pas grand chose parce que d'un côté on a Rod Warren et de l'autre Bruce Vilanch. Bon alors Vilanch, peut-être que les fans de films de série B le connaissent parce que il écrira le très étrange Can't Stop the Music racontant la genèse des Village People. Les blousons noirs sont jamais nerveux. Les blousons noirs sont jamais nerveux. Aussi, ils le sont. Aussi. Mais aussi le très très fun Les Guerriers des Étoiles de 1984, une cool copie de La Guerre des Étoiles, justement avec un Ron Perlman jeune, oui ça existait, ainsi qu'une Angelica Houston débutante, et dans lequel Vilanch joue bien évidemment. Je subsiste exactement de la même manière que le système subsiste. J'ai survécu parce que pour avoir de l'eau, les gars sont prêts à tout. Alors si George Lucas et Lucasfilm confient à tout ce beau monde une bible de 40 pages retraçant l'épopée des Wookiees, eh bien l'équipe du special va faire lol j'ai pas lu et s'en va plutôt rédiger une histoire parodique, où le Life Day n'est plus l'immense festival musical envisagé par Lucas, mais simplement l'équivalent d'un Thanksgiving, mais chez les Wookiees, ce qui n'est rien à côté de notre version à nous qui transforme le Life Day en un simple anniversaire. Il ne faut pas vous en faire pour Chewbacca. Je le connais, il ne manquerait jamais son anniversaire, celui-là.
là. En sus, cette fois, les scénaristes préfèrent zapper toute la partie Speed 2 mais dans un vaisseau spatial afin de proposer quelque chose de plus terre-à-terre, hein, si on peut dire, en focalisant uniquement l'émission sur la famille, attendant le retour du paternel. Oui, un Thanksgiving, donc, comme le vivent une bonne partie des familles américaines à cette époque, qui attendent que papa soit rentré du taf pour savourer la dinde. C'est ça. Ouais, en gros, comme dans le très cool Un ticket pour deux de John Hughes, sauf que, bon là, au lieu de suivre les pérégrinations humoristiques d'un Steve Martin galérant à regagner Chicago, bah nos scénaristes ils préfèrent se focaliser sur la partie la moins intéressante, c'est-à-dire la famille qui patiente. Alors parce qu'il y a une tempête de neige à Chicago, l'avion s'est posé à l'autre bout du pays? Oh, c'est pas croyable. Ouais, tu sens que les scénaristes ont simplement fait une parodie de Thanksgiving, mais située il y a bien longtemps, dans une lointaine galaxie, avec les mêmes choses que chez nous, mais avec des gens pas pareils. Ouais, j'ai parlé de Gourmanda, la cuisinière à 4 bras, parodiant la célèbre chef Julia Child de l'époque, mais t'as aussi une émission de bricolage présentée par un androïde qui déconne. Tous les deux joués d'ailleurs par le même acteur, hein, à savoir Harvey Korman, un habitué du Carol Burnett Show, évidemment, et qui joue aussi le méchant dans Le Shérif est en prison. Korman fera même triple rôle puisqu'on le revoit aussi en client extraterrestre de la cantina, buvant des liquides chelous par le haut de son crâne. Très bien, vous êtes bien élevé, merci. Et tant qu'on est dans les guest stars, eh bien Akmena, la tenancière, est ici interprétée par Béa Arthur. Alors là encore une habituée de CBS, hein, puisqu'elle venait tout juste de conclure la sitcom Maude, après 141 épisodes, et qui a accepté de participer au special par respect pour les Welsh. Quoi? C'est pas la première fois que ça arrive et ça dure jamais longtemps. Je suis sûr que c'est seulement pour quelques heures. Bon alors d'après elle, elle a pas trop pigé ce qui se passait autour d'elle, se souvenant simplement avoir joué avec des créatures étranges. Mais j'adore son côté barmaid désabusé qui cherche un moyen de virer ses clients, mais calmement. Et vous commencez sûrement à saisir l'un des principaux problèmes de l'émission, puisqu'on se retrouve avec deux célébrités quinquagénaires, issues d'une autre époque, totalement en décalage avec le public enfant et adolescent à qui est destiné le programme. Ouais, au moins Raquel Welch t'aurait rafraîchi tout ça et apporté un peu de peps à des guest stars qui en manquent. Alors ils avaient pensé quand même à insérer la fameuse Cher dans l'évaporateur de pensée du vieil Itchy, mais le deal est tombé à l'eau, ce qui fait que nous avons à la place l'actrice Diahann Carroll, qui avait quand même débuté dans la comédie musicale Carmen Jones en 54, donc ça va, hein, et qui s'était quand même fait sa place à la télévision en incarnant le rôle titre de la série Julia, où elle jouait une infirmière. Et ce qui est amusant pour celles et ceux qui la connaissent de Grey's Anatomy. We can have a good time, can't we? Alors bien sûr, elle avait également donné son nom à 4 émissions spéciales sur CBS en 76, ce qui explique pourquoi elle se retrouve ici. D'autant plus que la production voulait au moins une personne afro-américaine dans Star Wars, pour répondre à la polémique sur le premier qui n'en contenait pas, physiquement en tout cas. Oui, parce que Vador est doublé en VO par l'acteur James Earl Jones, mais il ne souhaitait toutefois pas être crédité, se considérant comme un simple effet spécial. James Earl Jones avec lequel Diahann Carroll avait d'ailleurs joué en 74, donc comme dirait Vador... La boucle est maintenant bouclée. Mais enfin bref, après avoir casté tout ce beau monde et effectué les répétitions dans une église abandonnée, parce qu'aucun plateau n'était encore disponible, arrive le moment du tournage, un tournage prévu pour durer 2 bonnes semaines, sous une chaleur étouffante, en plein mois d'août et dans les studios Warner Bros à Burbank. Bon alors histoire de se débarrasser du plus compliqué, on débute par les numéros musicaux et notamment la scène de la cantina, oui, la plus ardue à filmer avec masse de maquillage, figurants et plusieurs danses visiblement improvisées faute de mieux. Une scène qui alors déjà dans le film avait été super galère à faire parce que le maquilleur Stuart Freeborn était tombé malade le jour du tournage sans avoir eu le temps de terminer tous les masques nécessaires aux aliens. Du coup, George avait dû faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec uniquement les aliens prévus pour peupler le fond de la salle, donc ceux avec les masques les moins aboutis. Même Grido, qui pourtant devait être filmé de près, n'était pas encore tout à fait terminé à ce moment, et Lucas avait donc dû tourner une première fois la séquence entre Solo, Grido et une splendide demoiselle, que l'on ne reverra plus jamais. Alors heureusement, lorsque vint la post-prod, eh bien Lucas put retourner une partie de la séquence, avec cette fois des extraterrestres conçus par le génialissime Rick Baker, oui, celui-là même qui peuplera entre autres le QG des Men in Black, bien des années plus tard, et qui a donc fourni pléthore d'aliens pour cette nouvelle version de la cantina. Des aliens que l'on retrouve donc aussi dans le special, comme le célèbre groupe Fingrindan et les Nemodo qui, avec 5 membres et plus 7, comme dans le film, jouent encore leur fameux tube.
qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie? Alors au départ, Han et Chewie devaient s'arrêter sur Tatooine pour recharger le Faucon et passer quelques heures à la cantina, en attendant. Mais dans la version finale, eh bien on préfère nous placer la séquence comme un documentaire, à la striptease quoi, diffusé sur les chaînes de l'Empire, dévoilant à toute la galaxie la vie dévergondée et honteuse des rebuts de la galaxie. Voici donc notre épisode de la vie sur Tatooine, que nous avons décidé de vous montrer en dépit du manque de valeur morale qui règne sur cette planète. Bon, pour moi ça sonne plutôt comme un... Pendant ce temps, à Veracruz... Et c'est bizarre parce que le truc nous est d'abord présenté comme un reportage déjà tourné et filmé, mais quand arrive le couvre-feu, bah tu comprends que tout se déroule finalement en direct. Ouais, c'est bizarrement branlé. Mais on va pas chipoter parce que ça fait toujours du bien, hein, de revoir la cantina et les masques de Baker. Bon alors le problème c'est qu'il n'est pas trop facile de respirer avec tous ces machins, expliquant pourquoi la cantina dans le special semble se dépeupler au fur et à mesure du numéro. Et puis, en plus des soucis techniques, eh bien il se trouve que le réalisateur David Akomba, peu habitué au rythme de la télé, où tout doit aller super vite pour des questions de budget, a lui envie de tourner la scène comme ses concerts, hein, c'est-à-dire en utilisant qu'une seule caméra, au lieu de plusieurs. Alors certes, ça colle avec le script du coup, qui nous dépeint la séquence comme un mondo, c'est-à-dire ces documentaires racoleurs quasi fake très populaires dans les années 60 et 70, mais tourner ainsi, bah ça prend du temps, donc de l'argent, sans oublier tes figurants asphyxiés qui tombent comme des mouches autour de toi. Ce qui veut dire qu'au lieu de ne durer qu'une dizaine d'heures comme prévu, eh bien le tournage se déroule, hélas, jusqu'au bout de la nuit, donc payé en heures sup et bouffant, de fait, une très grosse partie du budget. Alors forcément, le retard se prolonge ensuite, lors des séquences suivantes, hein, avec une coordination compliquée à mettre en place entre Harvey Korman et sa seconde paire de bras, et tout ça a fini par exploser avec un David Akomba bazardant avec force son casque audio durant le tournage du clip de Jefferson Starship, à cause d'effets spéciaux défaillants. Est-ce que j'en ai marre, est-ce que j'en ai marre? Exténué et ayant déjà pris sa décision depuis la veille, eh bien Akomba téléphone alors au producteur et pose sa dème. Oui, à peine la troisième séquence mise en boîte, eh bien le show est déjà à l'arrêt, sans le moindre budget, hein, vu que tout est parti dans les costumes et décors, et CBS aurait bel et bien besoin d'un petit miracle si la chaîne souhaite sauver ses fêtes de fin d'année. C'est Noël, Théo, c'est l'époque des miracles, alors haut les cœurs et appelle-moi dès que tu en seras à la dernière. Par chance, tandis que CBS hésite à tout débrancher et tout interrompre, eh bien les producteurs Dwight Emion et Gary Smith, hein, dont je vous ai causé au tout début, tentent quand même un dernier coup de poker ou de sabac, comme on dit dans cet univers, en contactant Steve Binder, un nom qui vous dira peut-être rien, mais qui avait sauvé en tout cas l'Elvis Comeback Special de 68, transformant ce qui n'était qu'une émission avec des chansons et sketchs ringards en un concert intimiste. Donc si Binder est parvenu à ressusciter la carrière du King, pourquoi pas Star Wars? Tu es un exploiteur, mais j'accepte. Exploiteur? Ça me ferait mal. Contre toute attente, eh bien Steve Binder accepte et découvre avec stupeur certains choix étranges de la production, comme le fait que le décor des Wookiees a été construit en entier, c'est-à-dire à 360 degrés, et non avec le traditionnel quatrième mur en moins, servant à caser les coulisses et toutes les caméras. Toujours, j'imagine, dans l'optique à la base de réaliser le truc comme un docu, rappelant d'ailleurs l'une des premières volontés de George qui voulait tourner son nouvel espoir dans un style documentaire. En tout cas, Binder ordonne donc d'enlever tout un pan du décor afin de pouvoir filmer l'émission plus efficacement. Et s'il n'a malheureusement pas le temps de modifier en profondeur le scénario, notons quand même l'ajout de quelques scènes par rapport à la dernière version du script avant tournage, comme la troisième apparition donc de Harvey Korman, mais cette fois en droïde bricolo, et sans maquillage parce qu'il n'y a plus de budget pour. Ainsi que la présence d'un Harrison Ford beau joueur qui pourtant n'avait pas vraiment envie d'être là, venu prêter main forte à Chewbacca, en voyant un Stormtrooper vérifier les tréfonds de Kashyyyk, même si, sûrement pour plaire aux censeurs, eh bien le Stormtrooper tombe tout seul. J'ai glissé, chef! Et s'ils ont pu réutiliser les costumes de Rick Baker et Stuart Freeborn pour la cantina, c'est-à-dire les mêmes qui apparaissaient déjà dans l'émission avec Richard Pryor, eh bien les costumes de la famille Wookiee, eux, sont conçus par Stan Winston, oui, le futur créateur de la reine alien et des dinosaures de Jurassic Park. Winston, qui venait tout juste de se faire la main sur les très cool maquillages du très chouette The Wiz, le magicien d'Oz afro-américain, avec encore Richard Pryor, tiens. Et alors que ceux de The Wiz restaient assez classiques dans leur fonctionnement, avec des prothèses à appliquer sur le visage,
des comédiens et comédiennes, Winston a pu innover en concevant les costumes et masques robotisés de la Wookiee Family, permettant pour Lumpy par exemple de réaliser à distance une multitude d'expressions différentes. Bon, par contre, faut imaginer comment tu dois crever de chaud sous ces masques fourrés, avec tous les projecteurs, obligeant Steve Binder à arrêter le tournage toutes les 40 minutes afin que les interprètes puissent se rafraîchir et respirer. A noter que Lumpy est incarné par Patty Maloney, qu'on voit d'ailleurs sans ses poils dans le toujours très fun Les Guerriers des Étoiles. Si vous désirez quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me le demander. Vous êtes très belle, mademoiselle. Merci. Mais bon, avec Binder aux manettes, et bien comme on pouvait s'en douter, le tournage file à bonne vitesse, et le seul point un peu stressant est la fameuse scène du Live Day. Oui, alors que le dernier script avait imaginé la cérémonie de Live Day comme une sorte de trip psychédélique, entre Wookiees dans des décors champêtres, imaginez Air si vous voulez, mais avec plus de poils, Binder comprend avec stupeur que les caisses sont vides et qu'il va falloir trouver une solution rapidement, à moindre frais, pour un final digne de ce nom. Enfin, un final quoi. Enfin, n'importe quoi. Bon, par chance, Steve Binder, comme je l'ai dit, est un vieux briscard, rompu à ce genre d'exercice, et il ordonne donc au régisseur d'aller chercher toutes les bougies disponibles afin de remplir la scène de lumière en tout genre. Ça, c'est un vieux truc. En outre, histoire d'avoir quand même plus de 4 Wookiees dans la scène, et bien d'autres équipes sont chargées d'écumer la ville et d'acheter tous les masques d'Halloween de Chewbacca disponibles pour les figurants. A noter que le même truc était arrivé lors de l'ouverture de Disneyland quand aucun costume n'était prêt et que les équipes de Disney achetèrent là aussi des masques disponibles dans le commerce afin de pouvoir montrer des personnages. D'où le côté horrible de Mickey et Minnie lors de la cérémonie d'ouverture, c'était pas un bug, c'était une feature. En tout cas, grâce au système D, eh bien Binder peut ainsi avoir un Live Day alors très cheap, certes, mais un Live Day quand même, avec plein de Wookiees portant de longues robes pour économiser aussi sur les costumes fourrés. This holiday is yours. But we all share with you the hope that this day brings us closer to freedom and to harmony and to peace. No matter how different we appear, we're all the same in our struggle against the powers of evil and darkness. Alors bien sûr, tout le long de la production, eh bien l'équipe a quand même envoyé à chaque fois les plans tournés à Lucas pour avoir son avis, mais comme je l'ai dit, le type avait de toute façon baissé les bras, ayant mieux à faire côté cinéma. Néanmoins, George va quand même demander à retirer son nom du générique, tellement il en a honte. Bon, par contre, j'ai bien peur que la légende comme quoi Lucas rêve d'acheter toutes les copies disponibles pour les détruire à coups de masse ne soit qu'une légende. Oui, la phrase a été rapportée par un seul type dans une convention lointaine, et moi j'ai trouvé une interview de 1988 où George Lucas dit prévoir peut-être le ressortir. D'ailleurs, tant qu'on est dans les débunkages, eh bien non, si Carrie Fisher semble regarder dans le vide lors de son apparition, ce n'est pas dû à un trop gros abus de substance, mais parce que les caméras sont mal placées. Oui, techniquement, là, elle cause à un écran où apparaît Mala, la femelle Wookiee, et probablement là où est affiché son texte, sauf que ils l'ont également filmé en contre-plongée, donc forcément, ça fait un décalage. Oui, va savoir pourquoi elle n'a pas été filmée comme les autres caméos qui s'adressent, eux, face cam. Après, il est vrai qu'à cette époque, Carrie était très consommatrice, mais connaissant les coulisses, je pense qu'elle était beaucoup plus défoncée lors du Saturday Night Live que lors du Holiday Special. Et alors pareil, Mark Hamill, il a pas une gueule surmaquillée pour cacher les cicatrices de son accident de voiture, un accident survenu en janvier 1977, donc une bonne année et demie en amont de ce tournage. Non, il est juste très mal maquillé. J'en veux pour preuve qu'il a par exemple tourné le film Corvette Summer peu après son accident et que là, rien ne semble transparaître. Oui, en vrai, sa restructuration faciale qu'il a eu du coup à son opération a surtout dévié un peu sa lèvre et son nez. Oui, tout ce qu'on voit dans l'Empire contre-attaque par exemple n'est que du maquillage, c'est pas des vraies cicatrices. C'est du cinéma. Commandant Luke, je suis si content de voir que vous êtes redevenu fonctionnel. Car oui, après tant de galères et des milliards d'heures de rush à monter en urgence, le Star Wars Holiday Special peut enfin être présenté le soir du 17 novembre 1978 pour sa seule et unique diffusion. Puisqu'au contraire d'autres émissions du même type, eh bien celle-ci n'a jamais été rediffusée aux USA parce que le truc n'a pas eu l'audimat escompté, attirant seulement 13 millions de spectateurs. Ce qui a l'air cool comme ça sur le papier, mais pas quand tu sais qu'il y avait 70 millions de postes de télé à ce moment, et 3 chaînes seulement. Combien ? Et alors non seulement le machin n'est pas dans le top 30 des programmes matés en 78, mais il est même pas dans le top 15 des programmes vus dans la semaine. Oui, à titre de comparaison, le téléfilm de l'aventure des Ewoks de 84, la communauté de la caravane du courage, sera visionné, lui, par 65 millions de téléspectateurs. Combien ? Pareil, nous on a eu qu'une seule diffusion du special en France, le 1er janvier 1980, amputé de quelques scènes comme tout le passage avec le casting original, et le Live Day, ce qui est quand même un peu cool. Toutefois, l'émission a quand même pu survivre sous le manteau grâce, notamment, à des enregistrements effectués à l'époque sur magnétoscope. Oui, une technologie toute récente à ce moment.
Enregistrements qui ont ensuite été copiés à foison et revendus dans plusieurs conventions, dans des qualités pas super optimales, mais c'est mieux que rien j'imagine. Enfin en tout cas, ça a permis de tenir des dizaines d'années, ainsi avant l'invention d'Internet. Oh, it's a real, it's kind of hard to explain. It's a, wow. You know what I mean? Happy Life Day. I do mean Happy Life Day. Pour ma version, j'ai récupéré une version française qui était un peu crade sur archive.org et j'ai mis la bande son sur une version américaine un peu plus propre. Et finalement, moi j'aime bien ce truc. Ok, c'est ultra kitsch et un peu trop long, mais historiquement déjà c'est une pépite. Oui, tu retrouves tout le casting original, hormis Kenny Baker en D2R2, mais sinon, comme dans Smash Bros, tout le monde il est là, avec une Carrie Fisher poussant la chansonnette parce qu'elle souhaitait au même moment faire aussi carrière à Broadway afin de suivre les pas de sa mère, l'actrice Debbie Reynolds. Ouais, je vous conseille d'ailleurs de voir le film Bon baiser d'Hollywood, adapté du roman semi-autobiographique de Carrie Fisher, avec Meryl Streep dans son rôle et Shirley MacLaine dans celui de Debbie. Ça y est, nous y voilà. C'est ce que je te disais, tu vois, quel genre de réaction tu veux que j'ai quand tu dis ça? Je suis sortie de rien, et j'ai fait quelque chose de ma vie, ma petite fille. Toi, tu sortais pas de n'importe où. Et c'est comme si ta vie, tu voulais rien en faire. Ils avaient aussi proposé à Mark Hamill de chanter, mais celui-ci trouvait que ça ne correspondait pas trop au personnage de Luke Skywalker. C'est pour ça que, quand il apparaîtra dans les Muppets, quelques années plus tard, t'auras le personnage de Luke et celui de Mark Hamill. Be my love, for only you can end this yearning. Okay. Well, Mark, actually, we have enough singers on the show. Yeah. D'ailleurs, même si elle sonne un poil vieillotte, j'aime quand même un peu les chansons qui, alors faut quand même accorder ça aux Welsh, reprennent les thèmes de John Williams avec la musique de la cantina, pour la valse d'Akmena. It's not the end, friend. If you're a friend, then you'll come back to me soon. Et carrément celui du générique pour la balade de Leia. Bon alors Lucas il aurait préféré des chansons rock ou un peu pop, mais on peut pas tout avoir, et au moins celle de Jefferson Starship est un peu plus moderne, même si je pense qu'ils ont engagé le groupe juste parce que t'avais Starship dans le nom. Et sinon, dans les autres points forts du special, il faut savoir que, pour des raisons économiques, les Welsh ont pu utiliser quand même masse de scènes coupées, du Nouvel Espoir pour illustrer certains passages, et c'est toujours intéressant d'en voir. Et il ne faut surtout pas omettre le cartoon, extrêmement bien fichu, même si un peu court au final. Oui, en vrai, je regretterais toujours qu'il n'ait pas pu faire entièrement l'émission ainsi, mais elle n'aurait peut-être jamais été prête pour les fêtes de fin d'année. Et justement, si quasi toutes les personnes ayant joué dans le truc, en tout cas celles et ceux dont on voit leur gueule, regrettent d'avoir participé au special, et bien les artistes du studio Nelvana, par contre, restent ultra fiers de leur taf, parce que ça leur a permis, en outre, de rempiler pour George Lucas, avec notamment les séries animées Droid et Ewoks, et ils produiront ensuite masse de séries animées et films ultra populaires des années 80 et 90, comme une partie des Bisounours par exemple. Oui, encore un jouet Kenner, dont le premier film fera plus d'entrées que Taram et le chaudron magique de Disney, donc GG les gars. Et ils feront également surtout l'excellente série des Aventures de Tintin, donc merci le Star Wars Holiday Special. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous inquiétez pas, on se retrouvera très bientôt dans un autre univers de George Lucas. D'ici là, je vous souhaite un joyeux Life Day en avance, un May the Force aussi, pourquoi pas, et puis que la force soit avec vous et prenez soin de vous. Et voilà. Prends soin de tout le monde. Libre de droit. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.
libre de droit.